משה אומר אני רוצה לרקוד. Bonsoir à tous, vous êtes avec l'émission L'Averad, l'émission du consistoire israélite de Marseille, l'émission de votre consistoire. Avant même de vous présenter mon invité, je voulais vous remercier pour tous les messages qu'on a reçus ces dernières semaines. Vous toutes et vous tous qui nous recevez tous les mercredis, tous les jeudis comme invités. Et on a eu énormément de retours très positifs et je vous en remercie pour votre écoute, pour votre fidélité. Et c'est pour ça qu'on a envie de venir et de revenir chaque semaine. Merci aussi à Amy qui est à la régie, qui est toujours présente, quoi qu'il arrive, même quand les micros ne fonctionnent pas toujours très bien. Merci Amy pour ton travail. Et puis on remet les deux pieds sur terre, on se rappelle quand même qu'on est au 68e jour de guerre au Proche-Orient, donc en Israël évidemment. Ce matin, j'ai appris qu'on était à 120 morts, je crois, parmi les soldats, ce qui est énorme pour ce tout petit pays qui est là pour la défense non seulement d'Israël, mais comme je dis toujours, de l'humanité tout entière, parce que cette guerre, il faudra la gagner. Il faudra la gagner non pas comme une guerre, mais pour une ouverture de paix dans le monde, parce que c'est Israël qui est aujourd'hui le bouclier de l'humanité, de l'Europe, de tous les continents, même si le monde entier n'en a pas vraiment réalisé l'importance. Donc, comme d'habitude, quelques minutes de la chanson de Eyal Golan, ce chanteur engagé qui s'appelle Am Israël Chai, une chanson qu'il a créée pendant ces événements et qui, je pense, restera gravée dans nos mémoires. Am Israël אם לא נשכח תמיד להיות מאוחדים עם ישראל חי בעליות בירידות גם בשעות הכי קשות הקדוש ברוך הוא שומר עליהם. Aujourd'hui donc je reçois un rabbin que j'avais envie de recevoir depuis très longtemps. Il s'appelle Binyamin Afriat. Voilà, c'est Binyamin, Benjamin, ça dépend de Binyamin Afriat. Il m'arrive de dire Binyamin et on m'appelle Benjamin et vice versa, donc finalement. Moi j'aime bien Binyamin. Hein, donc Binyamin, j'ai envie de le recevoir pour plusieurs raisons. D'abord parce que il a eu la volonté, le courage aussi de rentrer dans l'équipe du consistoire israélite de Marseille, et ça on l'en remercie. Et le plaisir également. C'est un monsieur qui a beaucoup de cordes à son arc. On va en parler tout à l'heure, ok. Sans entrer dans sa vie privée, je vous dirais quand même qu'il a aussi une originalité, c'est qu'il est né à Sarcelles, qu'il a une maman tunisienne, un papa marocain. Donc ma question, c'est qu'est-ce qu'on mange dans ces cas-là? Vous allez m'expliquer qu'est-ce qu'il y a d'original là-dessus? Je sais pas, j'ai trouvé ça un petit peu original, ce parcours de Sarcelles, papa marocain, maman tunisienne, études dans le Bas-Rhin, puis des années de yeshivot en Israël. On retourne en France, on va sur Nîmes et on se retrouve à Marseille, à la radio et au consistoire israélite de Marseille. Donc pourquoi et comment ce parcours, Benjamin? Déjà parce que je suis comme à peu près tout le monde, un juif errant, et les juifs qui sont qui correspondent au schéma du juif errant sont très souvent amenés à transbahuter pour pouvoir un petit peu découvrir de nouvelles choses et peut-être découvrir qui l'on est, eh bien se trouver à se rendre dans différents endroits. Mais si on va dire, hormis cette petite boutade philosophique, si on peut l'appeler ainsi, ce qui m'a amené finalement à être à Marseille, bon, il y a un parcours assez compliqué d'une certaine façon, mais je vais plutôt m'arrêter sur mon entrée assez récente au consistoire. J'étais à ce moment-là encore en fonction à Nîmes. Je sentais qu'il fallait qu'un changement intervienne parce que je continuais à l'époque, donc pendant 3 ans j'étais rabbin à Nîmes et j'assurais mes responsabilités d'enseignant à KLC, à l'école KLC de la rue Paradis, du Rav Mamouche. Des allers-retours Marseille-Nîmes. Je faisais des allers-retours hebdomadaire, hein, le mercredi, le Shabbat, et également chaque fois qu'un événement m'y amenait. Et effectivement, la distance et ces trajets commençaient à rendre la chose difficile. Donc vous habitiez sur Marseille et vous travailliez en parallèle sur Nîmes. Exactement. J'ai eu par la suite un pied à terre qui m'a permis d'avoir on va dire un peu plus de paisibilité dans ma démarche rabbinique à Nîmes. Et lorsque une opportunité s'est présentée au consistoire, eh bien j'ai saisi, ou si on peut l'appeler ainsi, cette opportunité en me disant que peut-être j'allais pouvoir apporter
une certaine contribution à l'institution dans son ensemble. Je tiens aussi à dire que même s'il y avait un cahier des charges dès le début qui était défini, on se rend compte que quand on arrive sur le terrain, les choses sont peut-être un peu différentes, et le mot un peu c'est un euphémisme. On se rend compte simplement qu'il faut répondre présent aux différents projets, aux différents postes qui se présentent à nous. Je vais en parler dans quelques instants, je pense que vous allez m'interroger dessus. Et donc c'est aussi à cela qu'aujourd'hui je suis actif, et je suis content de me trouver à travailler au consistoire, tout en continuant mon travail d'enseignant dans l'école KLC où je suis depuis plus d'une dizaine d'années. Ben nous, on est très 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 heureux que vous ayez rejoint l'équipe, la famille, parce que c'est une famille le consistoire. Vous allez voir très vite que en dehors même des relations régulières, des réunions régulières que nous avons, il y a ce besoin de se voir, de se rencontrer, de dialoguer, d'échanger, d'avancer, même si on n'est pas toujours d'accord sur tout, et heureusement d'ailleurs, parce que sinon ça serait une catastrophe. Ça serait plus de la démocratie. Ah oui. Et là, c'est vrai que les débats sont souvent intéressants. Et donc, on est très heureux, nous, et très fiers que vous ayez rejoint l'équipe, aussi avec le Rav Haddad, qu'on a eu il n'y a pas longtemps à la radio, qui doit revenir, qui était venu juste quelques minutes parce qu'il était très très pressé, qu'on recevra aussi. Donc, avant de développer les raisons pour lesquelles vous êtes venus et la fonction, le cahier de charges pour lequel vous êtes venus, j'ai envie de vous poser une question à laquelle vous pouvez ne pas me répondre. Il y a eu beaucoup de polémiques cette semaine autour de cet allumage de la Hanouka à l'Élysée, entre le grand rabbin de France, Raïm Corsia, où le président de la République était présent, M. Macron. Est-ce que vous avez ou vous pouvez nous donner votre avis là-dessus et nous l'expliquer? Alors, je tiens d'abord à dire que sur cette question, précisément en tout cas, je vais plutôt donner mon avis personnel qui peut ne pas être nécessairement celui de la maison. Alors, bien aimé, regardez, mon émission, au début, je l'appelais sans tabou, sans baratin. C'est-à-dire qu'on est là pour parler librement. Parfait. Et rien n'est censuré. Tout sera écouté et puis chacun en fera ce qu'il veut. On va dire comme ça. La polémique qui a concerné, je pense, l'aspect peut-être politique, incorrect d'après certains, d'avoir fait un allumage de la Hanoukia à l'Élysée, c'est parce que, au vu de la loi de 1905 et de la laïcité qui doit s'établir partout et dans la République, eh bien certains ont considéré que ça n'était pas à l'Élysée que un tel allumage devait avoir lieu. Je pense que on peut réfléchir à cette question. Est-ce que c'est réellement anti-républicain que d'exprimer une solidarité envers telle et telle communauté, dans la mesure où, et c'est quand même important de le rappeler, une démarche similaire s'exercerait aussi auprès des autres confessions. Il ne faudrait pas qu'il y ait de favoritisme. Nous sommes pour une forme de représentativité qui soit égale et valable pour chacun. Et dans la mesure où chaque groupe, chaque identité, si on peut l'appeler ainsi, hormis l'identité générale française républicaine que nous avons tous, nos spécificités intrinsèques, si elles sont représentées, eh bien, je ne vois pas au niveau républicain qu'est-ce qu'il y aurait comme démarche, comme aspect non approprié. Maintenant, l'autre aspect qui est peut-être celui de la halakha, peut-être c'est aussi pour cela que vous me posez cette question. Alors, il faut savoir, c'est que lorsqu'il y a un groupe de personnes qui sont dans un endroit et qu'ils se réunissent dans le cadre puisque nous sommes à Hanouka, de Hanouka, on peut admettre qu'il y aurait cette dimension de Pirsumei Nissa, c'est-à-dire de propagation du miracle, dans la mesure où cet allumage aurait lieu en présence de personnes juives, devant lesquelles, eh bien, le Pirsumei Nissa, cette dimension-là donc de propagation, aurait lieu. Si toutefois, parce que nous ne sommes pas dupes, certes il y a de la politique et c'est pas à l'Élysée qu'on va s'attendre qu'il n'y en ait pas, mais hormis cet aspect-là qui est inhérent à la démarche elle-même, dans la mesure où il n'y a pas de non-conformité avec la halakha, personnellement je ne vois pas pourquoi est-ce qu'on a fait une polémique autour de cela. Et puis, si je peux me permettre, parfois il convient que la polémique ne sorte pas de nos rangs à nous-mêmes, dans la mesure où il est important à ce moment-là de resserrer les coudes. Et si toutefois une remarque doit être faite, eh bien, elle peut se faire en aparté et pas nécessairement devant les caméras de télévision. Bravo, j'ai bien compris
qui s'est dit derrière tout ça et j'approuve complètement. De toute manière, le grand rabbin Chaim Korsiak ne l'a pas fait à l'insu du président de la République puisqu'il a demandé l'autorisation en arrivant, de ce que j'ai su, et que cette Hanouka, c'est la Hanouka qui venait d'Auschwitz, c'est ça? C'est ce que j'ai compris que c'est... Voilà. Donc, de toute manière, vous, comme moi, comme beaucoup de gens, j'espère la majorité de la communauté juive, nous faisons confiance au grand rabbin de France qui nous représente. Et je pense que si ça a été fait, les conséquences ne pourront être que positives. Et nous lui faisons confiance aussi également au niveau de la halakha. Hein, sûr. Il n'est pas que, je dirais, l'homme politique qu'est le grand rabbin, mais il est d'abord et avant tout le rabbin. Donc celui qui sait la halakha, et c'est un homme que j'ai le plaisir de connaître de manière assez rapprochée. Voilà, si j'ai l'occasion, je pourrais peut-être lui poser la question, mais tout simplement pour m'intéresser à son exposition de la question, et pas du tout pour remettre en question ce qu'il a fait. Et puis je crois que ce qu'il faut préciser, puis après on va clore le sujet là-dessus, c'est que ce rendez-vous avait eu lieu depuis longtemps. C'est-à-dire il n'a pas eu lieu parce que c'est Hanouka, c'est un rendez-vous qui avait eu lieu à l'Élysée il y a un long moment, et c'est après que le grand rabbin Korsia a réalisé que c'est le jour de Hanouka, et il s'est dit on va proposer peut-être d'allumer une bougie, de ce que j'ai compris, quoi. C'est pas, ce rendez-vous a été pris il y a de nombreux mois à l'avance, avant les événements, avant tout ça, parce qu'il y a beaucoup de gens aussi qui ont mélangé la guerre en Israël, la position de M. Macron par rapport à certaines choses, et cet allumage, voilà. Donc on va dire que quoi qu'il arrive, on aura des belles retombées. Hein, de toute façon. Et puis lorsqu'il y a débat, je pense que c'est de toute façon utile pour toute la société. Et puis on a même, je pourrais conclure en disant cela, et si quelqu'un se serait trompé, eh ben c'est pas grave, parce qu'on a le droit d'apprendre de nos erreurs. Et je crois que si c'est pas, même de la part des plus grands, on ne fait pas comment dire, on n'adopte pas la position de celui qui, quand il s'est trompé, reconnaît son erreur, eh bien, on ne serait peut-être pas à notre place. Donc, parole de sagesse. Très merci. belle parole. Alors, j'ai appris un truc hier, je vous dis ça comme ça en direct, par un patient, que l'expression des 36 chandelles qu'il y a dans le truc, vous savez de quoi ça vient? De Hanouka? Exactement, parce que Hanouka, on allume en dehors du Shamesh, on enlève 36 bougies sur l'ensemble des 8 jours. Il paraît que l'expression 36 chandelles, voire les 36 chandelles, ça veut dire plein de choses derrière tout ça, le miracle, l'ouverture d'esprit, et paraîtrait-il que ça viendrait de ça. Alors comme je suis un petit peu taquin, je dirais, faudrait-il qu'on reçoive un coup sur la tête pour voir les 36 chandelles. C'est intéressant en tout cas de faire ce rapprochement. Oui, enfin j'ai trouvé ça assez joli, c'est lui qui m'en a parlé hier, c'est un monsieur qui est assez cultivé et qui étudie toutes les religions, il les étudie de manière profonde, et d'ailleurs il est énormément attiré par la religion juive, parce qu'il m'a dit que toute la vérité, il m'a dit, c'est un catholique pratiquant, il m'a dit toute la vérité vient de là. Celui qui l'a pas compris, il passe à côté de tout. Voilà. Donc, alors, un petit mot pour Hanouka, puisque Hanouka va finir demain soir. On en avait parlé hors antenne. La Ségoula, c'est quoi cette Ségoula? Alors, est-ce qu'elle existe? Est-ce qu'elle n'existe pas? Est-ce qu'il y a une tradition? Est-ce que c'est une coutume? Est-ce que c'est un devoir? Quelques mots là-dessus sur cette Ségoula qui doit être pratiquée le dernier soir de l'allumage, c'est-à-dire donc demain soir, si Dieu veut. Alors, je tiens d'abord à dire que les ségoulottes ne sont pas nécessairement ma tasse de thé, et c'est aussi une manière de compléter ma façon de me présenter, mais je vais tout de même donner certains éléments à ce sujet, et là aussi tel que je les perçois. Il y a quelques années, je parle de ce que je sais, est apparue donc une ségoula qui consiste à faire la chose suivante: le dernier jour de Hanouka, le jour durant lequel on lit le passage qui commence par Zot Hanouka Tamizbeach, puisque on est dans l'inauguration du Mishkan, du tabernacle dans le désert, et c'est en regard de cette inauguration que nous lisons durant les 8 jours de Hanouka, eh bien, les passages qui sont inhérents à cette inauguration. Donc ce 8e jour, on écrit sur un petit papier un vœu que l'on formule, et puis on attache ce papier. Un seul vœu d'ailleurs. Effectivement, un seul vœu. C'est à voir aussi pour quelles raisons on ne pourrait pas en écrire plus, mais bon, continuons avec cette idée qu'il n'y en aurait qu'un seul. Et on l'attache donc à sa Hanoukia, que l'on range de côté, et pendant une année on laisse ça de côté, et on espère que un an plus tard, eh bien, le vœu que l'on aura écrit, que l'on aura
proférée comme une prière mais à l'écrit, eh bien, se trouve réalisée. Apparemment, certaines personnes, peut-être même nombreuses, ont témoigné de cela. Et moi, je vais aussi, quelque part, pas aller à contre-courant, mais je connais une personne qui, véritablement, lorsque tout à l'heure, Marc, vous me parliez de cette ségoula dont nous allons parler durant l'émission, je me suis souvenu de cette personne qui, avec beaucoup de dévotion, et c'était comment dire, durant Hanouka, au 8e jour, avait agi de manière à faire cette ségoula. Et un an plus tard, elle était là, dans l'expectative de la réalisation du vœu, et elle s'est trouvée déçue de n'avoir pas trouvé réponse à son vœu, à sa prière. Ce qui convient de dire ici, parce qu'il ne s'agit pas de déconstruire le vœu et de déconstruire la ségoula, mais il s'agit de lui donner l'approche appropriée et de manière générale à toutes les notions de ségoulot, c'est-à-dire ces actions, parfois un petit peu mystiques, qui ont une forme de potentialité à quelque chose. Pour quelle raison il est important de leur donner la véritable mesure? C'est parce que dans la mesure où on serait dans une forme d'attente, d'espoir, eh bien, qui dit espoir, il peut aussi y avoir espoir déçu. Il peut aussi y avoir dénouement malheureux. Et évidemment, ce n'est pas ce que l'on veut, on souhaitait absolument le contraire. Sauf que si on s'est mis dans une position complète et totale de se dire la chose va avoir lieu, eh bien, on n'est pas à l'abri d'une erreur de notre part, enfin pas de notre part, mais en tout cas d'une déception. C'est le terme que je cherchais. Voilà. Donc il faut appréhender la chose avec la mesure qui lui convient. Ceci étant dit, donc une fois qu'on a accepté d'agir dans cette ségoula en ayant à l'esprit que la chose pourrait ne pas avoir lieu comme on l'attend, alors quel est maintenant l'aspect positif de la ségoula et de quelle façon elle pourrait avoir lieu? Eh bien, il faut savoir que la tfila, puisqu'on va aussi parler de cela, la prière, se prononce avec nos lèvres. On le dit quand on commence 3 fois par jour la prière de la Hamida. Hachem sefatai tiftach ufi yagite ilatecha. Hachem, que mes lèvres ouvre-les et que ma bouche dise ta louange. Donc la prière se fait par les lèvres, par la bouche, elle se prononce. Mais il existe aussi, je dirais, des prières qui sont des prières muettes, des prières que l'on n'arrive pas à dire, que l'on ne veut pas dire, peut-être même des prières que l'on ne sait pas dire. Et Hachem comprend tous les élans, il comprend toutes les démarches, il comprend et il voit, et peut-être certainement, si on peut lui prêter des sentiments, il voit avec émotion de quelle façon la personne agit de manière à pouvoir obtenir cette délivrance personnelle ou globale qu'elle attend. Et tout cela, c'est quelque chose qui est créé. Alors à ce moment-là, si demain, puisque nous allons être le dernier jour de Hanouka, lorsque une personne viendrait à se dire « Eh bien, je vais le faire, je vais agir dans ce sens, je vais effectivement me donner ces moyens-là », eh bien qu'elle le fasse effectivement avec, je dirais, la forme équilibrée entre une attente pondérée, logique, acceptable, sans pour autant qu'elle soit minimum totale. Réaliste, en fait. Il faut avoir une forme de réalisme sans laquelle eh bien, on pourrait passer à côté de quelque chose. Mais on dit que les écrits restent et les paroles s'en vont. Donc peut-être que le fait aussi d'écrire ce vœu, peut-être que nous-mêmes nous allons l'aider à le réaliser. Parce que ce vœu, c'est quelque chose qui nous tient à cœur. Et je pense qu'il y a des manières d'y arriver, mais parfois il faut peut-être un acte concret pour essayer d'y arriver de manière plus précise. Vous avez raison, Marc. Lorsque l'on parle de cela, il nous vient immédiatement je dirais, la coutume plurimillénaire, à mon sens, en tout cas, de mettre dans le mur de lamentation au kotel ces petits bouts de papier, hein, effectivement. Mais par contre, je tiens quand même à, si je peux me permettre, même si l'on dit que les paroles s'envolent, les paroles que nous faisons envers Hachem, elles s'envolent vers le ciel. Elles s'envolent vers lui. Elles sont captées par cela. Parce que si il faudrait que nous écrivions nos prières, alors je peux vous dire que nos moments de prière seraient des moments d'écriture.
hein, et on passerait notre temps à cela. Moi, je parlais d'une écriture pour soi-même. J'ai absolument saisi. En fait, c'est véritablement, vous l'avez dit, j'ai compris dans quel sens vous l'avez dit, et c'est un petit peu pour faire le contre-pied de cela, mais vous avez raison. C'est une façon de nous remémorer peut-être ce que nous voulons, parce que c'est aussi ça que constitue la tfila. Le Maharal de Prague, à plusieurs endroits, relève le fait comment se fait-il que, puisque nous parlons de ça, disons juste un petit mot, comment se fait-il qu'on a besoin de prier? Pourtant Dieu qui connaît, qui sonde les cœurs et les reins, est au courant de tout. Donc pourquoi est-ce qu'il faudrait que nous prononcions les mots de la prière? Alors la question, elle est bien connue, et une des réponses que donne, je crois, le Maharal, c'est justement de dire qu'en réalité, celui qui a besoin d'entendre sa propre volonté, c'est la personne elle-même. Dieu la connaît, mais nous avons besoin de verbaliser notre souhait, de lui donner une forme. Alors, certes, une forme orale, verbale, et puis dans certains cas, comme dans la Ségoula de Hanouka, eh bien, une forme écrite. Et donc, je pense que... Tiens, je pense même que sans me rendre compte, vous êtes en train de me convertir à la chose. J'avais pas, avant l'émission, l'intention de le faire, mais je suis en train... C'est rare, ça. Je suis en train de réfléchir à l'éventualité de le faire. En tout cas, je vous remercie, Marc, parce que franchement, vous me faites réfléchir, et réfléchir, c'est toujours une bonne chose. Exactement. Alors regardez, le temps passe vite, il reste je crois une dizaine de minutes, même pas pour cette émission. Donc Benjamin, votre cahier de charge auprès du consistoire, au départ, donc comme vous l'avez dit, vous étiez venu pour surtout avoir ce côté informatique parce que vous êtes hyper costaud en high-tech et tout ce qui s'ensuit. Et finalement, où vous en êtes dans tout ça? Parce qu'il y a des conversions, il y a beaucoup de choses qui sont greffées. Alors, il y a un ensemble effectivement de secteurs dans lesquels je dois en tout cas mettre ma patte. Il y a une volonté d'abord générale au niveau de l'archivage, une informatisation de l'ensemble du service, de manière à ce que l'on puisse rapidement retrouver un dossier même ancien. Donc on est en train de travailler dessus, étant donné qu'il fallait encore découvrir le travail, et il y a le travail du quotidien, j'y viens dans un instant, eh bien ce travail qui lui est se veut de longue haleine, ne quitte jamais mon esprit, mais n'est pas encore tout de suite en train d'être mise en place. Par contre, voilà, certaines choses ont déjà été entreprises à ce sujet, et ça va se faire, si Dieu veut, dans les mois à venir. Mon quotidien au bureau, donc moi je travaille au consistoire les après-midi, me mène à m'occuper de plusieurs choses. Un premier point, c'est celui du statut personnel. Alors, dans beaucoup de situations, il est nécessaire d'avoir un certificat de judaïté. Je voudrais juste dire un petit mot à ce sujet. Et également pour préciser quelque chose. Le certificat de judaïté n'est pas une façon de décerner à la personne qui le demande le titre de juif. La personne est un Ben Israël, Bat Israël, avant qu'il nous sollicite. Pour quelle raison est-ce qu'on va demander ce certificat? Vous remarquerez que chaque fois, il y a une entité, un tiers, qui est concernée et qui demande à ce que l'on amène ce certificat. Donc, dans le cadre, je dirais, du mariage, puisque c'est d'abord à ce moment-là que la plupart des gens ont eu besoin de faire appel au consistoire. Dans le cadre du mariage, il y a un rabbin. Ce rabbin, qui est donc celui qui va constater que l'union est bien licite et qui va permettre qu'elle soit célébrée, il a besoin, puisqu'il met sa main à l'intérieur de cette célébration, il a besoin de s'assurer que les personnes qu'il a en face de lui, eh bien, sont véritablement des personnes juives de mère, puisque la judaïté passe par la mère. Voilà, ça c'est ce qu'il a besoin de le faire. Et puis, comme il est nécessaire d'uniformiser la chose, et que on va pas maintenant faire de distinguo entre celui dont on connaît l'origine et celui dont on ne connaît pas, eh bien, systématiquement, lorsqu'une personne vient à se marier, et encore plus lorsque il habite dans un endroit X et il va se marier dans un autre endroit, eh bien, on va demander à ce qu'un certificat de judaïté soit produit, et ça c'est valable dans tous les rabbinats du monde. Voilà, donc ça et c'est important de le préciser, parce que j'ai aussi eu des réactions de personnes me disant, mais comment se fait-il que j'ai besoin de prouver que je suis juive? Je dis à la personne, vous n'avez pas besoin de le prouver, mais il nous faut tout de même confirmer ce que nous savons sur vous. Voilà. Et donc, il y a une recherche qui est faite. Parfois, la recherche, elle est passionnante. Je peux juste, sans citer quoi que ce soit, mais en tout cas vous dire qu'il m'a fallu récemment chercher du côté de la Côte d'Ivoire un document qui me manquait pour permettre à une jeune femme
de prouver qu'elle était juive parce qu'elle avait l'intention donc elle a l'intention de se marier, et il a fallu véritablement faire des pieds et des mains jusqu'à obtenir ce document qui était donc en Côte d'Ivoire. Donc parfois on s'imagine que c'est une démarche relativement simple. Dans la plupart des cas, c'est le cas, mais parfois c'est assez compliqué de prouver la chose et il faut aller chercher assez loin. Voilà, ça c'est un des aspects. Un autre aspect, vous vouliez peut-être dire quelque chose, Marc? Non, j'écoutais. Voilà, un autre aspect. Alors donc, c'est lorsque on a aussi besoin pour l'agent juive. Pour l'ALIA, pour faire l'ALIA, pour faire un passeport, puisque vous savez que en Israël, il y a la mention de l'Ehom, donc de quelque part, c'est la nationalité qui est mentionnée, qui est indiquée, mais également la religion. Hein, la religion est indiquée sur la carte d'identité, sur le passeport. Voilà, ce qui n'est pas le cas en France. Et donc, il faut indiquer que la personne est juive. Donc voilà, je dois cet après-midi faire le certificat pour une personne qui en a besoin pour son passeport israélien. Et pareil, la Sornout, l'agent juif, le Misrad Apnim, donc le ministère de l'Intérieur d'Israël, demande à ce que l'on produise un document. Et ce document, puisque les rabbinats de par le monde sont ceux qui sont habilités à déclarer que la personne, ou en tout cas à confirmer, pour reprendre vos termes, on a eu la capacité de démontrer qu'elle est juive. C'est pour cela que naturellement on se tourne vers le rabbinat pour cela. Voilà. Il y a d'autres casquettes qui me sont donc dévolues. Celle des conversions, vous disiez un mot tout à l'heure. Eh bien, les conversions, bon, je suis effectivement grandement sollicité par cela, et on donne réponse aux personnes de la façon la plus appropriée, en tout cas avec toujours de la bienveillance et un accueil que j'espère et que je développe pour qu'il soit le plus chaleureux possible dans le respect de la halakha. Benjamin, merci beaucoup. L'émission est passée trop vite comme d'habitude. C'était un grand plaisir de vous recevoir évidemment. Donc le mot de la fin, est-ce que vous êtes bien au consistoire israélite de Marseille? Non, je suis pas bien. Je suis très bien au consistoire de Marseille. Merci Marc. Beaucoup. Merci à vous. Merci aux auditeurs. On vous embrasse tous. Une bonne fin de semaine, un bon Shabbat, une bonne fin de fête de Hanouka. Et donc, pour demain, n'oubliez pas peut-être un petit mot dans la Hanouka et rendez-vous dans un an. Rendez-vous dans un an. Moshe Omer, ani rotsa l'erkod.